Alors, on va commencer par donner un petit rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Juste un très bref rappel. On avait dit que les protocoles de routage dynamique se classifient en deux catégories. Donc, on a les IGP et les EGP. Et là, on est en train d'étudier les IGP, Interior Gateway Protocol, et on avait dit que même les IGP fonctionnent avec deux politiques, deux mécanismes. Il y a le mécanisme de vecteur de distance, on a parlé sur ça la dernière fois, et il y a le mécanisme d'état de lien. Alors rapidement, l'état de lien c'est quoi? Donc à la différence d'un protocole de routage à vecteur de distance, un routeur configuré avec un protocole de routage à état de lien, il peut créer une vue complète. Donc une vue complète sur la topologie, c'est-à-dire chaque routeur qui fonctionne avec la politique état de lien connaît tous les liens de sa propre topologie. Donc c'est pour ça qu'on dit il a une vue complète, contrairement au protocole à vecteur de distance où chaque routeur n'a qu'une vision locale. Il connaît seulement les adresses de destination et la métrique pour les atteindre. Donc les routeurs compatibles RIP par exemple, là on va donner une comparaison, envoient des mises à jour régulières de leurs informations de routage à leurs voisins. Donc, les protocoles fonctionnant, les routeurs fonctionnant sur RIP, ils font une mise à jour régulière, quel que soit l'état du réseau. Donc, que ça soit fonctionnel ou non, ils font toujours cette mise à jour. Les protocoles de routage à état de lien, ils n'utilisent pas de mise à jour régulière. Ça, on en avait parlé. Mais ils font une mise à jour uniquement en cas de modification de topologie. Et c'est ça toute la différence entre la philosophie d'état de lien et la philosophie vecteur de distance. Les protocoles à état de lien sont tout particulièrement adaptés dans les situations suivantes. Quand est-ce qu'on en a besoin? Lorsqu'on a des réseaux conçus de manière hiérarchique, on va parler sur ça quand on va voir OSPF, et les réseaux pour lesquels on a besoin d'une convergence rapide. Et on avait dit c'est quoi la convergence? Donc la fois... Alors, qui peut me rappeler? Ça, j'en ai parlé et je l'ai bien souligné. Alors, qui peut nous dire, comme ça je vais vérifier que vous avez au moins capté ce détail qui est important, que veut dire état de convergence? Alors, j'attends une réponse. Que veut dire état de convergence? La convergence, c'est quand tous les routeurs ont une information à la topologie complète. C'est presque ça. C'est lorsque tous les routeurs ont leur table de routage complète concernant la topologie dans laquelle ils sont. Donc, ça veut dire que les tables de routage sont complètes. Ça veut dire que tous les routeurs connaissent toutes les destinations. C'est ce que ça, voilà la définition. Et quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser les protocoles à état de lien? Lorsque les administrateurs ont une bonne connaissance des protocoles de routage à état de lien à implémenter. Voilà. Donc les exemples de protocoles IGP qui utilisent le mécanisme d'état de lien, on a OSPF qu'on va étudier et il y a aussi un autre protocole qui s'appelle IS-IS. Voilà, donc on va continuer. On a parlé aussi sur ça. Donc, c'est quoi un protocole par classe? Un protocole qui fonctionne par classe, ça veut dire qu'il n'utilise pas de masque de sous-réseau, mais les routeurs se basent sur le premier octet, l'octet le plus fort, qui détermine la classe. Donc, il y a des intervalles. Chaque classe a un intervalle. Donc, les routeurs se basent sur cet intervalle pour déterminer le masque de sous-réseau, dépendamment de la classe. Maintenant, les mises à jour entre les voisins. Alors, par rapport au routage à vecteur de distance, les mises à jour, elles se font entre les voisins. Les voisins sont des routeurs qui partagent une liaison et qui sont configurés de manière à utiliser le même protocole de routage. Ce qui est logique. C'est ce que ça veut dire un voisin, c'est-à-dire deux routeurs voisins qui ont un lien en commun et qui sont configurés avec les mêmes protocoles de routage. La mise à jour périodique, ça concerne le routage à vecteur de distance. Par exemple, le RIP, il envoie une mise à jour périodique à tous ses voisins toutes les 30 secondes. Ça, c'est le timer, le temporisateur par défaut de RIP. Donc, chaque 30 secondes, tous les routeurs envoient, bien sûr, routeurs sous RIP, envoient leur table de routage à leurs voisins.
Le protocole RIP effectue cette opération même si, regardez, même si la topologie n'a pas changé. Ça veut dire qu'il y ait un problème ou non, c'est toujours le même mécanisme, c'est toujours l'envoi des mises à jour chaque 30 secondes. Donc il continue à envoyer des mises à jour. Le protocole RIP v1, il atteint l'ensemble de ses voisins en envoyant des mises à jour à l'adresse IPv4 de tous ses hôtes avec cette adresse de diffusion. Donc RIP v1 utilise une adresse de diffusion pour diffuser ces mises à jour. D'accord. La diffusion de mises à jour périodiques est inefficace car les mises à jour consomment de la bande passante et pèsent sur les ressources processeurs des périphériques réseau. Donc chaque périphérique réseau doit traiter un message de diffusion. Donc c'est pour cela que ça a été amélioré avec le RIP v1 en introduisant des messages multidiffusion. Multidiffusion, ça veut dire c'est un groupe de routeurs qui sont enregistrés dans un groupe multidiffusion et on va utiliser une adresse multidiffusion pour viser seulement ces routeurs et éviter d'inonder le réseau avec des messages de diffusion et éviter que d'autres périphériques qui ne sont pas concernés de traiter ces messages-là. Donc la multidiffusion de façon à ce que seuls les voisins qui requièrent des mises à jour qui les reçoivent. Voilà. Alors, au centre des protocoles de vecteurs de distance, l'algorithme de routage sert à calculer les meilleurs chemins et à envoyer ces informations aux voisins. Donc, en fait, le noyau des protocoles de routage dynamique, c'est de calculer les meilleurs chemins. Mais chaque politique, chaque mécanisme a sa façon de calculer le meilleur chemin. Donc l'algorithme utilisé par les protocoles de routage définit les processus suivants. Donc il y a le mécanisme d'envoi et de réception des informations de routage. Donc ça résume un petit peu ce dont on a parlé. Mécanisme de calcul des meilleurs chemins et d'installation des routes dans la table de routage. Chaque protocole a sa façon de faire ceci. Donc chaque protocole a sa façon de faire ces trois mécanismes. Et puis le mécanisme de détection et de modification des topologies et de réaction à celles-ci quand il y a un souci. Par exemple, si on prend cette topologie ici, alors ça c'est une vidéo, on va la suivre attentivement. Regardez, donc au début, qu'est-ce qu'on a? Il y a deux routeurs qui vont s'envoyer des mises à jour. Alors au début, avant l'envoi des mises à jour, regardez, R1 et R2, dans leur table de routage, il y a seulement les visages, il y a seulement les réseaux qui lui sont directement connectés. Donc R1, il a deux réseaux, il connaît deux réseaux directement connectés qui sont à sa gauche le 172.16.1.0/24, le voici, et quelle est l'interface de sortie vers ce réseau? C'est celle-ci, FA00, et il peut l'atteindre avec 0 saut. La dernière fois, on avait dit, en pratique, c'est 0 saut pour les réseaux directement connectés, mais en théorie, quand on fait des exercices, on peut le considérer 1. Donc, c'est pas grave, d'accord? Soit on peut le considérer un réseau directement connecté comme étant 0, sans compter le routeur lui-même, ou bien on peut le compter. Ça dépendra de votre choix. Bon, les exercices, généralement, en théorie, on les compte, d'accord? Mais en pratique, les réseaux directement connectés ne sont pas, les routeurs ne sont pas comptés. D'accord, vous avez compris ce que je veux dire. Après, à sa droite, le R1, il a le réseau 172.16.2.0/24, le voici, et qui peut l'atteindre avec cette interface serial S00 avec aussi 0 saut. De l'autre côté, R2, c'est la même chose. Il a un réseau à sa droite, celui-là, il est installé dans sa table de routage, et puis il y a un réseau à sa gauche qui est partagé avec R1. Il est aussi installé ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont s'envoyer des informations de routage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le R1 va envoyer un message vers R2 pour l'informer. Regardez, je vais lancer la vidéo. Pour l'informer qu'il peut atteindre le réseau qui est celui-là, le réseau qui est à sa gauche, avec 0 saut. Donc, regardez, maintenant, une fois que le R2 va recevoir cette information, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insérer cette nouvelle route dans sa table de routage en augmentant le nombre de sauts parce qu'il doit compter R1 comme étant un relais.
Voilà. Donc regardez qu'est-ce qui va se passer. Dans sa table de routage, il va insérer le réseau qui est à gauche de R1. Ça veut dire pour R2, c'est un réseau distant. Il n'est pas directement connecté. Et regardez ici, l'interface de sortie, c'est le S00. Et le nombre de sauts, c'est 1. Parce que il va faire 0 plus 1. Pourquoi il va faire plus 1? Parce qu'il va compter le routeur R1. D'accord? Vous avez compris? Et c'est exactement la même chose du côté de R1. Donc R2 va envoyer aussi une information sur le réseau qui est à sa droite. R1 pardon, va recevoir cette information. Il va incrémenter le nombre de sauts et il insère quoi? Il insère cette information dans sa table de routage. Maintenant, il y a un autre scénario. Donc, ici, avec ces deux routeurs, là, ils ont atteint l'état de convergence. Pourquoi? Parce que dans cette petite topologie, tout le monde connaît, quand on dit tout le monde, ça veut dire tous les routeurs, qui est R1 et R2. C'est une petite topologie pour vous expliquer. Tous les routeurs, c'est-à-dire tout le monde, connaît les réseaux de destination. Il y a 3 réseaux de destination ici, comme vous pouvez le voir. Et les 3 réseaux de destination sont dans les 2 tables de routage de R1 et de R2. Donc là, ça c'est l'état de convergence. Maintenant, le deuxième scénario, c'est quoi? C'est le mécanisme de détection et de modification de la topologie. Par exemple, si on suppose que le réseau qui est à droite de R2 tombe en panne pour quelconque raison, qu'est-ce qui va se passer? R2 va envoyer cette information, c'est-à-dire il va informer le routeur, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Le routeur R1 va la supprimer de sa table de routage. Alors là, c'est simplifié, hein, mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous allez voir, quand on va étudier RIP, il y a tout un process. Il y a un processus qui se fait pour arriver à ça. Mais le but final, c'est ça. C'est de supprimer les réseaux de destination qui sont en panne. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu résumé de comment fonctionne en fait le routage de façon générale. Maintenant, on va aborder le protocole RIP. Alors, c'est intéressant d'étudier RIP parce que RIP, c'est l'un des premiers protocoles de routage. Je pense que c'est même le premier qui a été inventé. Je ne suis pas sûr si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est bien le premier. L'essentiel, c'est un protocole très ancien, mais c'est intéressant de l'étudier parce que c'est en fait la base du routage. Alors, le protocole RIP, qui veut dire en anglais Routing Information Protocol, était un protocole de routage de première génération pour le protocole IPv4 initialement défini dans le document RFC 1058. Alors là, il faut savoir que RFC, c'est quoi? Ce sont des documents normalisés qui contiennent des définitions de tous les protocoles qui ont été inventés et d'autres mécanismes qui ont été inventés. Donc c'est une sorte de référence, d'accord? C'est des références pour les constructeurs réseau et pour les ingénieurs réseau et pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce domaine de façon générale. Donc c'est en fait des éditions et chaque édition contient des mises à jour ou bien des informations nouvelles, etc. Voilà, c'est des journaux de référence. Voilà. Donc il est facile à configurer le RIP, ce qui en fait un bon choix pour les petits réseaux. Les principales caractéristiques du protocole RIP, ce sont les suivantes. Alors, on en a parlé déjà. Donc, RIP v1, il fait de la diffusion pour envoyer les mises à jour de routage avec cette adresse, l'adresse de diffusion. Il fait ça toutes les 30 secondes. D'accord? Il fait ça toutes les 30 secondes. Le nombre de sauts est utilisé comme métrique de sélection d'un chemin. Alors, la métrique de RIP, c'est un protocole à vecteur de distance. Donc, si on veut le classifier, si je vous dis c'est quoi RIP, vous allez me dire RIP est un protocole de routage dynamique IGP et qui fonctionne avec le principe de vecteur de distance et qui utilise le nombre de sauts comme étant
sa métrique de sélection du meilleur chemin. Ça, c'est la définition complète du RIP. Autre chose aussi à connaître, très important, le nombre de sauts dans RIP, il est limité à 15. Ça veut dire que RIP ne fonctionne pas au-delà de 15 sauts. Donc il n'y a pas de route qui peut contenir plus de 15 sauts. Ça, c'est une règle de RIP. Maintenant, juste une minute, très important. Alors, on a dit que RIP est caractérisé par ces trois points. Alors, le protocole RIP V1 a évolué en protocole de routage sans classe sous le nom de RIP version 2. Alors, il faut savoir que RIP premier du nom, c'est-à-dire la première version, était un protocole par classe. Par classe. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'envoi des masques de sous-réseau dans les mises à jour de routage. C'est-à-dire que les routeurs qui vont recevoir vont déterminer le masque à partir du premier octet pour savoir quelle est la classe de l'adresse. D'accord? Mais le protocole version 2, RIP version 2, il prend en charge le routage sans classe. C'est-à-dire que les routeurs s'envoient entre eux les masques des sous-réseaux. Ce qui fait quoi? Regardez, ce qui fait que le RIP V2 est un protocole qui prend en charge le VLSM et le CIDR. Alors CIDR, c'est... alors j'ai oublié en fait la signification exacte de ça, c'est classless, un truc machin comme ça. Ça veut dire quoi? C'est le masque à longueur variable, c'est-à-dire je peux avoir un slash, donc c'est l'écriture slash, hein. Je peux avoir un slash 25, un slash 26, un slash 18, un slash 11. Voilà ce que veut dire CIDR. CIDR. Car il inclut le masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage. Donc il inclut les mises à jour. Maintenant, autre point aussi qui a été amélioré dans RIP, c'est qu'il transmet, on l'avait dit tout à l'heure, c'est qu'il transmet les mises à jour sur l'adresse multidiffusion, celle-ci. Donc 224.0.0.9 au lieu de l'adresse de diffusion qui a été utilisée par le RIP V1. Il prend en charge aussi le résumé de route manuel sur n'importe quelle interface. Vous pouvez faire un résumé si vous le voulez. On va voir ça. Je pense qu'on l'a fait, si je me souviens bien, quand on a étudié une minute. Hein. Alors, on avait dit que le protocole V2, le RIP V2, il prend en charge le résumé de route manuel sur n'importe quelle interface. Il prend aussi en charge la sécurité. Donc, il prend en charge un mécanisme d'authentification pour les routeurs qui vise à sécuriser les mises à jour des tables de routage. Donc, pour éviter qu'une entité malicieuse puisse avoir accès aux données de routage entre les routeurs. C'est pour ça qu'il y a cette authentification. Voilà. Alors, on va aborder un nouveau document. Donc, je vais le ouvrir ici. Alors, on va voir ce document-là qui contient en fait des informations intéressantes. Alors, je vais juste faire ça. Alors, on continue avec ce document pour étudier RIP. Alors, RIP, c'est un protocole de routage de type vector distance, donc un vecteur de distance, qui s'appuie sur l'algorithme de détermination des routes décentralisées qui s'appelle, l'algorithme c'est Bellman-Ford, d'accord? C'est l'algorithme qui est utilisé par RIP. Et l'algorithme utilisé par OSPF s'appelle DISHCRA, que normalement vous connaissez et que vous avez vu durant le cours théorie des graphes. Alors, il permet à chaque routeur de communiquer entre ses voisins. Donc, c'est la métrique, c'est-à-dire la distance. D'accord? C'est la distance qui sépare un routeur d'un réseau donné. En English, on l'appelle number of hops, donc le nombre de sauts. Donc, pour chaque réseau connu, chaque routeur conserve l'adresse du routeur voisin. Donc, ça, c'est important aussi. En fait, chaque routeur, il enregistre dans sa table de routage le relais suivant. Le relais suivant veut dire le routeur suivant sur lequel il va passer pour atteindre cette route en question. Et on avait dit quelque chose d'important. Les routes sont diffusées toutes les 30 secondes. Ça, on en a parlé. Maintenant, technologie de vecteur de distance. Alors, on en a parlé, mais là, on va revoir ça très vite fait avec ce petit schéma.
Donc ici, un routeur utilise un protocole à vecteur de distance. Il ne connaît pas en fait le chemin complet vers son réseau de destination. Il connaît seulement la direction et le nombre de sauts pour l'atteindre, c'est-à-dire la distance. Donc regardez par exemple ici, on a R2 et R1. Très rapide. Alors, chaque routeur, en fait, dans RIP, il ne connaît seulement deux choses. Il connaît seulement deux choses. Il connaît la direction, c'est-à-dire l'interface par laquelle le paquet doit être transmis. Il connaît aussi le relais suivant et il connaît aussi la distance. La distance dans RIP, c'est le nombre de sauts. Alors regardez ici, par exemple, pour R1, le voici. Cette adresse-là, c'est-à-dire cette destination, est distant. Pourquoi il est distant? Parce qu'il n'est pas directement connecté. Le réseau 172.16.3.0, il n'est pas directement connecté à R1. Donc pour lui, c'est un réseau distant. Pour lui, pour R1, il connaît seulement deux informations concernant ce réseau. Il connaît son adresse, il connaît son masque, si c'est bien sûr RIP V2, il connaît la direction, c'est-à-dire l'interface de sortie, avec l'adresse du relais suivant, qui est cette interface-là de R2, et il connaît seulement le nombre de sauts, c'est-à-dire 0, 1 si on est en pratique, ou bien 2 si on est en théorie. C'est-à-dire je vais compter 1, 2, donc R1 et R2. D'accord? Donc voici comment RIP fonctionne. Maintenant, on va voir le fonctionnement en détail. Donc le fonctionnement des protocoles de routage à vecteur de distance. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mises à jour régulières chaque 30 secondes. Chaque 30 secondes pour RIP et 90 secondes pour IGRP par exemple. Alors ça, ce slide-là donne des informations générales sur le routage à vecteur de distance. Et RIP en fait partie. Parce que RIP, c'est un protocole à vecteur de distance. Alors, les voisins sont des routeurs qui partagent une liaison qui sont configurés de manière à utiliser le même protocole de routage. Voilà ce que ça veut dire voisin. Les routeurs utilisent un routage à vecteur de distance, ne connaissent pas la topologie. Ça, on en a parlé. Ça veut dire ils n'ont pas une vision globale sur la topologie dans laquelle ils sont. Ils ont seulement ces informations dont on a parlé. Ils connaissent la direction, le relais suivant et la métrique, c'est-à-dire le nombre de sauts pour atteindre un réseau donné. Et ils utilisent aussi des diffusions, on en a parlé aussi. Donc, le RIP V1 utilise les diffusions, RIP V2 utilise le multidiffusion. Et des mises à jour sont envoyées, c'est-à-dire les tables de routage sont envoyées régulièrement à tous les voisins. Allez, maintenant on va voir un petit scénario. Donc là, dans cette topologie, nous avons 3 routeurs, comme vous pouvez le voir. Une fois bien sûr amorcé, démarré et qu'on a configuré correctement les interfaces de chaque routeur, comme ici, chaque routeur a 2 interfaces. Chaque routeur va construire sa table de routage au départ en insérant les réseaux qui sont directement connectés. Voilà, donc il n'y a pas de nom ici, mais ce premier routeur-là, il a ces 2 réseaux. Donc l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. La même chose pour ce deuxième routeur et la même chose pour ce troisième routeur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'échanger des informations. Comme sur la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, R1 va envoyer l'information sur ce réseau-là à R2. R2 va envoyer des informations. Alors, regardez, R2 va envoyer à R1, bien sûr, quand il va recevoir l'information, il va envoyer des informations sur ce réseau-là qu'il ne connaît pas et il va envoyer des informations. Alors, je vais utiliser peut-être ici un truc comme ça pour voir. Regardez, je ne sais pas si c'est clair. Si j'arrive à dessiner, peut-être que ça sera mieux. Regardez. Donc, R2 va envoyer à R1, il va lui envoyer une information sur ce réseau-là, sur ce réseau-là, parce qu'il ne connaît pas. Il va lui dire que je peux atteindre ce réseau avec 0 saut. Il va lui dire, voilà, je connais ce réseau-là et je peux l'atteindre avec 0 saut. Donc R2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'insérer dans sa table de routage et il va rajouter 1 à 0. Donc il va se dire que moi, je peux atteindre
ce réseau-là avec un saut en passant par R2 et voici l'interface de sortie. Et voici l'adresse de mon relais suivant qui est R2. Voilà comment cela se passe. Et la même chose du côté de R2. Donc R2 va recevoir une information sur ce réseau-là. Et voilà, il va l'insérer dans sa table de routage. R2, il va aussi envoyer, quand bien sûr il va recevoir, il va envoyer aussi une information sur ce réseau-là. D'accord? Il va l'envoyer à R1. Et va lui dire quoi? Il va lui dire que moi, je peux atteindre l'adresse 10.400 avec un saut. Parce que pourquoi? Il va compter R3. Et R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'insérer dans sa table de routage et il va ajouter 1 à 1. Donc comme ça, pour R1, pour lui, pour atteindre ce réseau, pour lui, il va se dire, je dois passer par deux routeurs, c'est-à-dire par R2 et R3, et l'interface de sortie, c'est celle-ci. Et l'adresse du relais suivant, c'est bien celle-ci. Est-ce que c'est clair? Voici comment fonctionne un protocole de routage à vecteur de distance et voici comment fonctionne aussi RIP. Donc voilà. Alors on va continuer ici. On va parler un petit peu des limitations de RIP. Alors RIP, il a un, alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des boucles de routage. C'est quoi une boucle de routage? C'est lorsqu'un message il tourne dans le réseau sans atteindre sa destination. Et cela peut arriver pour plusieurs raisons. Soit parce que les adresses ne sont pas configurées correctement. Donc imaginez par exemple que vous avez ici un routeur et vous avez ici un périphérique. Et ce périphérique-là, il essaie d'envoyer une donnée à un réseau qui n'existe pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ce routeur-là va envoyer un message à celui-là. Et celui-là, dépendamment bien sûr de sa table de routage, il va l'envoyer à sa route par défaut. Donc je ne sais pas, supposons que sa route par défaut, elle est la même chose qu'ici, ou bien c'est un autre routeur ici, ou bien c'est un autre périphérique. Donc il va envoyer la donnée à ce routeur. Ce routeur-là ne connaît pas l'adresse, il va faire la même chose, il va l'envoyer par sa route par défaut. Il va l'envoyer par exemple ici, dépendamment bien sûr des configurations et dépendamment de l'architecture réseau qu'on a. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le paquet ne va jamais atteindre sa destination. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, le paquet va être détruit parce que le TTL va atteindre 0. Donc, le fameux TTL, Time to Live, qui permet d'éviter justement que des boucles arrivent indéfiniment, d'accord? Mais le problème se pose. Donc, ce genre de problème-là, il peut saturer le réseau. Il peut, surtout si ça arrive souvent. Donc, on doit à tout prix éviter les boucles de routage dans un réseau informatique. Alors, pour pallier à ce problème, il y a la limitation des nombres de sauts à 15. Voilà pourquoi ils ont pensé à ça. Au-delà, les paquets sont supprimés. RIP, il ne prend pas en compte la distance entre deux machines en termes de sauts, mais il ne considère pas l'état de... Pardon, il en prend. Il ne prend... J'ai pas bien lu. RIP, il ne prend en compte que la distance entre deux machines. C'est-à-dire, il prend en considération que ça. C'est-à-dire que le saut. Il ne considère pas l'état de la liaison. Par exemple, le RIP ne va pas voir le débit, par exemple. Contrairement à OSPF. OSPF, il considère le débit, ce qu'on appelle le coût. On va voir ça par la suite. Maintenant, si on considère un réseau composé de 3 routeurs reliés en triangle, alors regardez ici, ça c'est un exemple pour vous expliquer exactement ce que je suis en train de dire. Attendez, je vais essayer d'effacer ça. Alors regardez. Regardez, je vais quand même utiliser le crayon. Alors, si on considère 3 routeurs, regardez, 3 routeurs, vous avez A, B et C. A, B et C reliés en triangle.
voici les trois routeurs reliés en triangle. Voilà. RIP va préférer, va préférer passer par la liaison directe AB. Supposons que celui-ci c'est A, celui-là c'est B et celui-ci c'est C. RIP va préférer passer par la liaison directe AB, même si la bande passante n'est que de 56 kilobits par seconde. Alors qu'elle est de 20 mégabits entre A et C et B. Supposons que si on envoie les données par là, ensuite par là, donc ce chemin-là, il est plus rapide. Il est à 20 mégabits par seconde. Et le lien entre A et B est de 56 kilobits par seconde. C'est incomparable. 20 mégabits, c'est beaucoup plus rapide que 56 kilobits. Mais RIP ne va pas se soucier de ça. Pour lui, il va choisir le plus petit saut. Donc, il va faire AB. Donc, il va aller directement par B. Il va passer par B. Et ça, c'est un problème. Donc, ces limitations ont été corrigées dans le protocole OSPF qu'on va étudier par la suite, qui utilise en fait le mécanisme d'état de lien et qui prend en considération la métrique comme critère pour le choix du meilleur chemin. Maintenant, on va voir ces caractéristiques. Alors, on avait dit en fait que les routeurs s'envoient entre eux des messages RIP pour mettre à jour leur table de routage et pour aussi informer leurs voisins. Donc, c'est ce qu'on appelle les messages de contrôle du protocole. Alors, voici le format. Ça, c'est juste pour avoir l'information. Voici le format d'un message RIP. Donc, le message RIP, il est encapsulé dans un segment UDP. Alors, je vous conseille de lire un autre document que j'ai envoyé aussi sur Classroom. Alors, c'est un document qui contient plus de détails sur RIP. Normalement, c'est celui-là. Non, attendez, c'est celui-ci. Voilà. Je vous conseille de lire ce document parce que ce document-là, il contient des détails sur RIP. Dans le support le support que je suis en train d'utiliser maintenant est un résumé. D'accord ? J'utilise le résumé pour vous donner les points les plus importants. Mais pour avoir les détails, il faut lire ces documents-là parce que on peut vous donner des questions sur les détails. Là, un détail à connaître, en fait, les messages RIP, ils sont encapsulés dans un segment UDP avec des ports sources 520. Voilà. Ça, c'est pour votre information. Donc, c'est pour ça que dans ce slide-là, il est où? Voilà. On peut voir que le message RIP, il est encapsulé par un en-tête UDP. D'accord? Et bien sûr, l'en-tête UDP, il est encapsulé dans un en-tête IP et l'en-tête IP est encapsulé dans une trame de liaison. Ça, c'est vous connaissez, ça, c'est les en-têtes. Hein. Les en-têtes qui sont appliquées par les différentes couches de la pile protocolaire. D'accord? Donc, un message RIP, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ces informations en grosso modo. Il contient la commande qui veut dire si c'est 1, c'est une demande, si c'est 2, c'est une réponse parce que les routeurs aussi peuvent faire des demandes, des requêtes. Si par exemple ils demandent une mise à jour sur une route particulière, d'accord. Il y a aussi la version. Si c'est 1, ça veut dire RIP V1. Si c'est 2, ça veut dire RIP V2. Donc ça, c'est un autre champ. Il y a aussi l'adresse IP parce qu'on a dit que les routeurs s'envoient entre eux des mises à jour de routage. Donc c'est quoi une mise à jour de routage? Il va envoyer l'adresse, par exemple l'adresse de destination. Il va lui dire voici le réseau que je connais. Donc il va lui envoyer l'adresse réseau de destination. Ça peut être un réseau ou bien un sous-réseau. Si c'est bien sûr découpé avec VLSM, il va envoyer l'adresse du sous-réseau avec le masque. Et aussi, il envoie la mesure. La mesure, c'est le nombre de sauts. Le nombre de sauts qui est compris entre 1 et 16. Remarquez bien qu'il y a le nombre 16. On avait dit que, avec RIP, on ne dépasse pas 15. 15, c'est le max. Le nombre 16, il est utilisé
on va voir par la suite, est utilisé pour indiquer une route non fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement de route. On appelle ça route poisoning. On va voir ça par la suite. Alors, bien sûr, bon, pour le RIP, on avait dit qu'il y a l'échange de messages. Donc, il y a bien sûr les mises à jour régulières. Elles sont envoyées de façon régulière toutes les 30 secondes, mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des requêtes. Des requêtes quand un routeur veut avoir une information sur une route spécifique, sur une distance spécifique. Et il y a aussi la réponse par des requêtes. Voilà. Maintenant, on va parler sur le mécanisme de routage de RIP. On va voir encore plus de détails. Alors, les routeurs qui utilisent le protocole de routage RIP, ils envoient des copies de leur table de routage à tous leurs voisins. Alors, je vais utiliser ça. Regardez ici. Ils envoient... Alors, je vais utiliser celui-là pour que vous puissiez suivre avec moi. Regardez ici. Hop. Sinon, je vais utiliser le crayon. Alors, les routeurs utilisent le protocole de routage RIP qui utilisent les protocoles de routage RIP envoient des copies de leur table de routage à tous leurs voisins qui leur sont directement connectés. Chaque routeur possède dans sa table de routage des informations sur la distance, ça on l'avait dit, sur la distance entre lui-même et la destination, c'est-à-dire le réseau de destination. Chaque nœud, alors nœud ou bien routeur, chaque routeur rajoute, ça on l'avait dit aussi, la valeur de sa distance vectorielle au tableau et renvoie la table modifiée au nœud voisin. Qu'est-ce que cela veut dire? On avait dit ça. C'est-à-dire quand un routeur reçoit une information sur un réseau. Donc, on va dire, comme la topologie de tout à l'heure, regardez ici, très vite fait. Donc, quand un routeur, celui-là par exemple, alors je ne peux pas effacer, bon. Alors, celui-là par exemple, quand il reçoit une information par R3, R3 va lui dire, moi je connais ce réseau. Qu'est-ce qu'il va faire R2? Il va rajouter un 1. Ça veut dire qu'il va se compter lui-même. Il va l'insérer dans sa table de routage. Et puis, il va renvoyer cette information mise à jour. C'est-à-dire il envoie l'information qui a été mise à jour en comptant lui-même. Donc, il va envoyer l'information sur ce réseau avec un saut. Donc, ici, il s'est compté lui-même. Et il envoie l'information à R2. Voilà ce que veut dire ce texte. Donc, the distance vector protocole, les protocoles à vecteur de distance utilisent des métriques pour calculer la distance qui sépare deux nœuds d'un réseau. Cette information sur la distance permet au routeur d'identifier la meilleure route pour atteindre la destination. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors là, je pense que je dois vous dessiner un truc. Alors, regardez ici. Comme ça, vous allez comprendre mieux. Je vais utiliser un fichier. Alors, regardez ici. Sinon, j'ai utilisé Paint. Je vais utiliser cet espace. Alors, regardez, supposons qu'on a une topologie au hasard comme celui-ci, comme celle-ci, comme ça. J'utilise la souris pour dessiner, donc c'est pas très beau. C'est pas terrible. Alors, je vais faire ça. Voilà. Supposons qu'on a cette topologie au hasard. On va prendre, ça c'est un réseau, hein, ça c'est on va dire LAN 1 par exemple. Et ça c'est LAN 2 par exemple, d'accord? Et alors regardez ici, prenons la table de topologie, la table de routage de ce routeur, celui-là. Donc on va voir ce qu'il a, on va la résumer la table de routage. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît ce réseau-là. Il connaît le LAN 2. Alors, on va dire celui-là, c'est par exemple, c'est le réseau X. Donc, il connaît le réseau X. Il peut l'atteindre avec cette interface qui est là. Et il peut l'atteindre avec 0 saut.
Il connaît le LAN 2 qui est à sa droite et il peut l'atteindre aussi avec 0 saut. Il connaît aussi ce réseau-là, on va le nommer réseau Y. Donc le réseau Y, il peut l'atteindre aussi avec 0 saut. Et il connaît aussi ce réseau-là, on va le nommer le réseau Z, qui peut l'atteindre aussi avec 0 saut. D'accord? Maintenant, supposons que ce routeur-là, il va apprendre l'information sur LAN 2. Il va apprendre l'information sur LAN 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser à tous ses voisins l'information sur LAN 2. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que moi, je connais un réseau qui s'appelle LAN 2. Bon, il va envoyer, bien sûr, nous on résume, hein, mais lui, il va envoyer des adresses. Il va leur dire, je connais un réseau qui s'appelle LAN 2 que je peux atteindre avec 2 sauts. C'est-à-dire, il va se compter, on va dire un saut, on va dire en pratique. Un saut, donc il va compter celui-là. Donc il va dire, moi je connais LAN 2, LAN 1, je peux l'atteindre avec un saut. D'accord? Supposons que ce routeur-là a reçu l'information en premier, avant ce routeur-là, avant celui-là qu'on est en train de voir. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Celui-là, bien sûr, va l'insérer dans sa table de routage et il va la diffuser l'information à ce routeur-là, celui qu'on est en train de surveiller. Il va lui dire, moi je connais un réseau qui s'appelle LAN 1 et je peux l'atteindre avec 2 sauts en comptant celui-là et celui-là. Donc, ce qu'il va faire, lui, ce routeur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors, on suppose qu'il n'a pas encore reçu l'information de la part de celui-là, hein. Donc, ça dépendra bien sûr du trafic réseau. Donc, pour l'instant, il n'a pas reçu. Alors, si on va les nommer comme ça, on va dire ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est R3, par exemple. Et celui-là qu'on est en train de voir, c'est R4. On va supposer que R3 envoie l'information en premier. Donc R4, il ne connaît rien. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va insérer cette information dans sa table de routage. Il va dire quoi? Il va dire, moi, je vais insérer la route LAN 1 et il va faire quoi? Il va compter, il va rajouter un 1 sur l'information qui a été envoyée par R3. Donc il va se dire que moi, je peux aller à LAN 1 avec 1, 2, 3, avec 3 sauts. Donc il va insérer cette route ici. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, l'information de R1 va arriver. Alors il va faire quoi? Il va recevoir une information de R1 qui va lui dire, moi, je peux atteindre LAN 1 avec un saut. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? R4, il va bien sûr prendre cette donnée, LAN 1, il va rajouter un 1 à l'information donnée par R1. Donc pour lui, il va se dire, mais moi, je peux atteindre LAN 1 avec 2 sauts en passant par R1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer cette route qu'il a appris à travers R3 et il va insérer celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci est meilleure pour lui. Pourquoi? Parce que c'est moins de nombre de sauts. Parce que 2 est inférieur à 3. Voici comment fonctionne RIP en grosso modo, hein. Ça, c'est le fonctionnement de RIP de façon générale. Est-ce que vous avez compris à travers cet exemple? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, en grosso modo, voici le RIP. Hada le RIP. Maintenant, on va voir des détails. On va voir quelques détails importants qui concernent le protocole de routage. Alors, chaque table de routage, elle est initialisée toutes les 30 secondes. C'est-à-dire, chaque 30 secondes, les routeurs vont envoyer leur table de routage de façon périodique. Maintenant, on va voir quelque chose d'important. Quelque chose de très important. Il faut savoir que RIP, il utilise des temporisateurs. Alors, je pense qu'il y a ici un slide qui va résumer les temporisateurs avant de définir, bien sûr, le mécanisme. Alors, RIP
pour qu'il puisse fonctionner, il utilise des timers, c'est-à-dire des temporisateurs, une sorte de chronomètre. D'accord? Il utilise une sorte de chronomètre, si vous voulez voir comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a un update timer. L'update timer, c'est quoi? C'est le timer de mise à jour. C'est-à-dire, chaque 30 secondes, il est réinitialisé. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il va faire RIP? Il va initialiser ce temporisateur à 30 secondes. Et puis, il y a un compte à rebours. Hop, 29, 28. Quand ça atteint 0, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa table de routage. Ça s'appelle update timer. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a aussi? Tous ces timers-là fonctionnent en même temps. Hein. Ils fonctionnent en même temps, dépendamment des situations aussi. Il a aussi ce qu'on appelle invalid timer. C'est quoi invalid timer? C'est quoi? Chaque route insérée dans la table de routage de RIP, elle a un invalid timer de 180 secondes. Ça veut dire pour RIP, pour lui. Si on revient vers cet exemple. L'exemple de tout à l'heure. Ah, il est où? Ah, il est parti. Donc, dans une table de routage, je reviens ici. Dans une table de routage, chaque route elle a un chronomètre. Pourquoi? Pour vérifier la validité de la route. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, il va armer, bon, la durée du timer invalide, c'est 180 secondes. Il va armer ce timer-là pour chaque route, elle a son propre timer. Hein. Chaque route, elle a son propre timer. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, cette route, elle est valide. Et bon, après l'avoir insérée, il va lancer un temporisateur de 180 secondes en attendant la prochaine mise à jour. En attendant la prochaine mise à jour sur cette route. Alors, là, vous allez comprendre une chose. Je vais revenir vers l'exemple ici pour vous expliquer ça en détail. Si on prend... Alors, il est là, l'exemple est là. Si on prend cet exemple-là, par exemple, on a le LAN 1 qui est inséré au niveau de R4. Pour cette route, il va avoir un timer de 180 secondes. Et ce timer-là va diminuer, d'accord, jusqu'à atteindre 0. Entre-temps, le routeur R1, celui qui a envoyé cette information, il va envoyer cette mise à jour chaque 30 secondes. Donc en fait, au bout de 30 secondes, si LAN 1 a reçu l'information si R4 a reçu l'information sur cette route, il va encore réinitialiser son compteur à 180 secondes. Vous avez compris? C'est-à-dire, le routeur R4 attend 180 secondes, mais le routeur R1 envoie toutes les 30 secondes. Pourquoi le temps de réception, il est 6 fois plus grand que le temps d'envoi? Pour anticiper les retards. C'est pour anticiper les retards de transmission. Vous avez compris l'idée ou pas? Le 180 secondes, c'est pour vérifier la validité d'une route. Mais, normalement, il est censé recevoir chaque 30 secondes. Mais, on donne 180 secondes pour anticiper les retards. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Facile à comprendre. Hein? Alors, maintenant, on a aussi ce qu'on appelle le hold down timer. Alors, on va terminer avec ça et on s'arrête pour aujourd'hui. Hein. On a le hold down timer. C'est quoi le hold down timer? C'est le temps après lequel le invalid timer a expiré. Ça veut dire c'est le temps après lequel l'entrée non mise à jour dans la table de routage n'est plus examinée durant la phase de recherche du meilleur chemin. C'est-à-dire à défaut de 180 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une route n'a pas été mise à jour, c'est-à-dire si un routeur ne reçoit pas une mise à jour au bout de 180 secondes, il va suspecter que cette route est en panne. Ça veut dire qu'il ne peut pas atteindre cette route. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore attendre un hold down timer. Donc il va encore attendre. On va se dire, on ne sait jamais, il y a un retard, il y a un problème.
Et on a aussi le flash timer. Flash veut dire supprimer. Le flash timer, c'est quoi? C'est le temps après lequel l'entrée non mise à jour sera supprimée de la table de routage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une route. Pour une route, un routeur va attendre 180 secondes. S'il n'a pas reçu, il va encore attendre durant le hold down timer. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est encore 104, c'est 60 secondes, un truc comme ça. Si au bout de ce temps-là, il va encore attendre flash timer, si au bout de 240 secondes en tout, il va supprimer la route de sa table de routage parce qu'il va se dire que cette route, elle n'est pas atteignable parce qu'il n'a pas reçu de mise à jour sur cette route. J'espère que vous avez compris. Voilà en grosso modo. Donc voilà à quoi servent les temporisateurs. Les temporisateurs servent à éviter les erreurs, à éviter ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire ça évite de supprimer une route avec précipitation. Parce qu'il pourrait y avoir des erreurs, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des retards de délai de transmission. Donc c'est pour cela qu'il y a tous ces temporisateurs pour limiter les erreurs de mise à jour, pour ne pas supprimer une route alors que la route existe toujours. Voilà en fait. Mais il y a aussi des problèmes avec ça qu'on va voir la prochaine fois et qu'on va terminer pour terminer ce protocole et on abordera le protocole OSPF qui sera le dernier chapitre. Voilà, parfait. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Donc, j'attends si vous avez des questions pour y répondre. Sinon, je clôture la session pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Euh, Monsieur, Oui, oui. monsieur, pour le protocole Alors, vecteur de distance, il y a des coupures, hein, j'arrive pas à bien entendre. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? c'est eux qui font des mises à jour périodiques. Oui. C'est les routeurs qui fonctionnent avec les protocoles de routage à vecteur de distance. Ils s'envoient des mises à jour périodiques. C'est quoi la mise à jour? C'est tout simplement les routes qu'ils connaissent. Euh, Chaque routeur envoie les routes qu'il connaît Monsieur, à ses voisins. pour les protocoles à vecteur de distance, c'est eux qui font Il y a des coupures, j'arrive pas à entendre, hein. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Allô? et pour les vecteurs d'état de lien. État de lien, tu vas voir par la suite. En fait, il n'y a pas de mise à jour périodique par rapport aux tables de routage. Il y a les messages hello qui seront envoyés de façon périodique juste pour se surveiller. Et pour les vecteurs d'état de lien, monsieur. L'état de lien, il n'y a pas de mise à jour Monsieur, pour les périodique. vecteurs d'état de lien. Oui, je t'ai entendu. T'as un problème. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de connexion ou bien c'est toi. Est-ce que les autres, vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Donc il y a un souci avec votre camarade. C'est lui qui a un problème de connexion, je pense. Alors, pour répondre à ta question, les protocoles qui fonctionnent avec le mécanisme d'état de lien, ils n'envoient pas de mise à jour de routage périodique. Ce n'est pas des mises à jour de routage qu'ils envoient. Ils envoient des messages hello et c'est différent, hein. Les messages hello sont différents des mises à jour de routage. En fait, pour les protocoles de routage à état de lien comme OSPF, ils vont envoyer la première fois des paquets LSP. On va voir ça par la suite, on va les détailler, hein. Link, Link State Packets. Donc ce sont des paquets relatifs au état de lien. Ils envoient ça une fois, la première fois, et ils envoient ça quand il y a des problèmes dans la topologie. Mais ils n'envoient pas des mises à jour de routage. Donc chaque routeur ne va pas dire à son voisin, voici les routes que je connais et voici le coût pour les atteindre. Il n'y a pas ça dans OSPF, hein. Il n'y a pas ça dans OSPF. C'est ça la différence entre OSPF et RIP. RIP fait ça, mais OSPF non. OSPF, les routeurs vont envoyer des informations une fois. Donc chaque routeur va dire voici les états de lien que je connais. Et donc ils vont construire ce qu'on appelle une base de données topologique.
Après, ils appliquent directement l'algorithme de Dijkra. L'algorithme de Dijkra qui va calculer les meilleurs chemins. De toute façon, tout ce que je suis en train de le dire maintenant, on va les voir la prochaine fois avec des exemples. D'accord? On va les voir avec des exemples. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Monsieur, Oui, je voulais vous poser une question. vas-y. C'est pas une question de cours, c'est plus une demande. Vous pourrez faire une séance, genre révision ou TD. On pourrait faire de la pratique, genre des On, exercices. on verra la prochaine fois. Alors, il faut qu'on termine d'abord au SPF. Donc, il faut qu'on le termine parce qu'il est important, ce chapitre. Après la dernière semaine, c'est-à-dire la première semaine la première semaine de mai, j'ai l'habitude de faire ça chaque semestre, hein. Donc, on va faire, Inch'Allah, une séance avec un exercice qui résume un petit peu ce qu'on a vu. Voilà, un exercice qui va aborder RIP, OSPF et un exemple de découpage, VLSM, etc. D'accord? Merci, monsieur. Ça serait bien pratique pour savoir comment appréhender les. Oui, 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 je comprends, je comprends. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, merci pour votre attention. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine fois, Inch'Allah. On va s'entendre sur un créneau, donc ça sera probablement le jeudi prochain. Je vais m'entendre avec votre délégué et il va vous informer. D'accord? Ok.